Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech, deuxième partie qui démarre. Mon invité spécial aujourd'hui, Aïsté Roguevic-Chouté, est resté avec nous, consultante, chercheur en numérique responsable, co-auteur du BABA du numérique responsable paru chez Erol tout récemment. Alors, c'est maintenant l'heure de notre rendez-vous mobile business avec Jérôme Bouteiller, le fondateur, rédacteur en chef d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et vous êtes venu accompagné de Bruno Van Boek, qui est le fondateur du groupe Proxystore. Bonjour, bienvenue à vous dans Smart Tech. Proxystore, donc c'est un groupe franco-belge, spécialiste de la publicité digitale. C'est bien ça. Si je résume. Et on va en parler puisque aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la Privacy Sandbox de Google. Alors, elle débarque ce mois-ci sur le web, prochainement sur nos mobiles. Jérôme, c'est quoi ce bac à sable de Google ? Alors bonjour Delphine, vous savez sans doute que depuis 25 ans, le marketing digital repose sur les cookies, des traceurs qui permettent aux éditeurs de sites web de reconnaître des internautes même quand ces données ne sont pas loguées. Alors, le premier usage, c'était de conserver par exemple le contenu d'un panier d'achat d'un site e-commerce entre deux sessions de navigation d'un internaute, mais les cookies ont surtout été massivement utilisés à des fins publicitaires pour gérer par exemple ce qu'on appelle le capping, c'est-à-dire la fréquence d'affichage des bannières publicitaires, mais également cibler et recibler des internautes qui auraient par exemple abandonné et n'ayant pas finalisé un achat. Alors les éditeurs de navigateurs web étaient à l'origine de la création des cookies, mais ils sont également à l'initiative de la fin de ce traceur, puisqu'après Mozilla de Firefox ou Safari d'Apple, c'est désormais au tour de Chrome de Google d'annoncer la fin prochaine des cookies publicitaires. Et alors, donc ces cookies seraient remplacés par quoi, Jérôme ? Alors Google a annoncé il y a déjà quelques années donc une Privacy Sandbox, un bac à sable qui fait plutôt office de boîte à outils et qui ambitionne de remplacer les cookies publicitaires par des API. C'est des interfaces logicielles dont le déploiement débute effectivement au cours de ce mois de juillet. Alors ces API, avec ces API, Google envisage d'abandonner le ciblage individuel qu'on pouvait faire avec des cookies au profit d'une approche groupée. Google parle de cohorte et on pourra en théorie cibler des individus partageant les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes caractéristiques. Mais la Privacy Sandbox devrait également avoir d'autres API, notamment capables de gérer la question de la mesure ou la question de l'attribution. Et la Privacy Sandbox, elle ne se limite pas aux cookies. Oui, effectivement, on parle beaucoup de Chrome et des cookies, mais l'ambition de Google, c'est de supprimer tous les traceurs individuels et également les Advertising ID qu'on retrouve dans l'univers applicatif et sur Android. Et il y aura une Privacy Sandbox pour Android sur ses smartphones. Google va ainsi beaucoup plus loin qu'Apple, qui avait surtout fait parler de lui ces dernières années parce qu'ils avaient imposé le consentement ATT au sein des applications. Là, l'ambition de Google, avec ses API sandbox sur le web et sur les applications, c'est de changer radicalement l'univers de la publicité digitale. Et comment est-ce accueilli par le marché, avant de poser la question à notre invité ? Alors, tout comme le RGPD, sur le plan juridique, la Privacy Sandbox, c'est une révolution technologique et les annonceurs n'ont pas d'autre choix que de s'adapter un peu à cette nouvelle donne. Ils peuvent évidemment tester les API de Google sur le web et sur le mobile, mais ils testent également d'autres technologies en ce moment qui fonctionnent dans d'autres environnements et notamment les navigateurs ou l'OS d'Apple par exemple. Donc le marché fait surtout le deuil d'une technologie unique, comme pouvaient être les cookies, au profit d'une approche multiple avec plein d'identifiants, plein de traceurs. Et le grand défi, ça sera évidemment de réconcilier toutes ces données pour avoir une vue globale des internautes. Et les autorités, elles applaudissent dès demain ou... Alors on pourrait le croire parce qu'effectivement la Privacy Sandbox va un petit peu dans le même sens que le RGPD, mais les autorités ont aussi une réflexion sur les équilibres de marché et les rapports de force sur le marché publicitaire. Et depuis le début de l'année, l'ambiance a un petit peu changé. En janvier dernier, par exemple, le département américain de la justice a décidé d'attaquer Google pour abus de position dominante en affirmant que le groupe utilisait des méthodes anticoncurrentielles et illégales pour éliminer ou réduire drastiquement toute menace à sa domination sur les technologies utilisées pour la publicité numérique. Même son de cloche à Bruxelles, qui travaille également sur un projet similaire. Et donc, c'est un peu le paradoxe. Si cette Privacy Sandbox prépare un futur cookie-less pour le marché publicitaire, elle pourrait également, et c'est toute l'ironie, ouvrir la voie à un marché publicitaire Google-less. Oui. Alors, on va débattre justement de ce sujet avec notre invité, Bruno Van Boek, fondateur du groupe Proxystore. Proxystore, je vous ai présenté très rapidement, mais en gros, vous êtes quoi, un petit concurrent de Google dans la pub digitale ? En tout cas, certainement qu'on est dans le marché à côté d'eux. Pas facile d'exister, mais peut-être rappeler que j'ai eu l'occasion de créer une des premières régies publicitaires en Europe qui s'appelait BeWeb, en 1995. C'est 3 ans avant l'arrivée de Google. Donc on a eu l'occasion de voir arriver Google, qui était d'abord un moteur de recherche.
20 ans plus tard, BeWeb a donné naissance à Proxystore avec une spécialité, c'est la donnée de géolocalisation. Et avec ces données de géolocalisation, on a cherché un petit peu notre place. On était côté vendeur, on était côté acheteur. Aujourd'hui, on est une plateforme d'achat, ce qu'on appelle un DSP, donc Demand Side Platform, du côté des acheteurs. Et on a cette capacité à acheter du média de façon ultra précise en termes de géolocalisation. Et récemment, on a eu l'occasion et c'est pour ça que nous sommes un groupe aujourd'hui franco-belge, on a eu l'occasion de prendre une participation majoritaire dans une société française qui tourne très très bien, dont on parle beaucoup aujourd'hui, notamment en termes de régulation, c'est Sordata, donc c'est notre filiale. Et nous sommes en travail pour fusionner ces deux entités. Donc d'ici à la fin de l'année, il n'y aura plus qu'un seul groupe représentant 80 personnes. Et alors, cette Privacy Sandbox de Google, pour vous, c'est quoi? Une mauvaise nouvelle, une opportunité? Alors, c'est un gros sac de nœuds. Un coup dur? Non, alors absolument pas, au contraire. Je pense que de toute façon, ça fait, comme vous l'avez entendu, quasiment 28 ans que je suis dans ce métier. Des évolutions, il y en a toutes les années. Des révolutions, alors c'est plus rare, c'est des cycles. Donc là, ici, c'est vrai qu'on arrive à la fin d'un cycle, comme le disait Jérôme tout à l'heure, la fin du cycle des cookies. Je pense surtout que c'est une opportunité pour l'Europe de se réveiller à nouveau, donc pour des acteurs comme nous, mais pas que, de se repositionner. Il faut quand même savoir que Google a annoncé cette Privacy Sandbox il y a maintenant plus de 3 ans, et ça n'a cessé d'être reporté. C'est vrai. Ouais. Donc, est-ce qu'ils sont prêts? On ne sait toujours pas. Donc, c'est bien de promettre des choses, mais on attend de voir aussi. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est une première difficulté aussi, d'être obligé d'attendre, de voir, de suivre. Alors, justement pas. Moi, j'ai jamais attendu Google pour avancer. La preuve, aujourd'hui, on le verra après, nous avons des procédures contre eux. Donc, non, au contraire, ça doit susciter l'innovation, ça doit susciter la création. Et je pense qu'en France, d'ailleurs, il y a pas mal d'initiatives pour apporter des solutions annexes à cela. Alors justement, ça serait quoi les alternatives technologiques les plus intéressantes aux API de Google? Alors la première chose, c'est qu'il faut se rappeler que l'univers de la publicité sur Internet, en 95, quand j'ai démarré, les cookies n'existaient pas et pourtant on diffusait des campagnes publicitaires et ça marchait déjà très bien. Donc le cookie est arrivé après. Donc se rappeler qu'il y a eu un monde avant les cookies. Donc ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, notre techno de géolocalisation... Proxystore, donc qui est brevetée dans plus de 40 pays, elle se base sur une géolocalisation qui se base d'abord sur le consentement et qui a cette capacité à ne pas tracer justement. C'est-à-dire qu'on va identifier la localisation de l'appareil au moment T, au moment où apparaît l'utilisateur sur une page web et on a l'opportunité de lui offrir de la publicité géolocalisée. Donc on va rien tracer, donc contrairement à ce que peuvent faire notamment les cookies. Donc la première chose, on est capable de travailler sans cookies sur la géolocalisation, on est capable de travailler sans cookies sur du contextuel, sur du probabiliste par rapport à du contenu, comme on le faisait d'ailleurs à l'époque. Donc ça, c'est une deuxième solution. Puis la troisième solution, c'est qu'il y a plein d'initiatives, notamment une initiative française qui s'appelle First ID, initiée au départ par des start-upers coucounés au sein de Prisma notamment, mais c'est un exemple, il y en a d'autres, qui travaillent plutôt côté éditeur pour identifier l'utilisateur, et là on est plutôt côté first party. Voilà, ça c'est aussi une hypothèse. Il y en a d'autres et j'imagine qu'on en parlera encore un peu plus tard. Et ces solutions, ça marche aussi bien sur le web que sur les mobiles? Alors sur les mobiles, c'est vrai que c'est un petit peu particulier et déjà depuis le début, le mobile n'est pas forcément le même univers que le web. On parle d'applications, ce sont d'autres langages informatiques, ça demande d'autres techniques de serveurs. Donc là, on était revenu à une certaine convergence et puis à nouveau, on repart à zéro en fait. Chaque device doit avoir ses solutions. Donc il faut être créatif, il faut être innovant et je pense que la fin des cookies est plus une opportunité qu'une menace. On évoquait la technologie développée par un Proxystore, donc elle repose sur les adresses IP, on peut revenir dessus? Alors l'adresse IP est particulièrement la position de l'adresse IP, puisque l'adresse IP peut dans certaines conditions être considérée comme une donnée à caractère personnel, et donc là c'est plus complexe. En revanche, la position de l'adresse IP est une donnée universelle. Élaboré par les inventeurs du web, en fait. Si on n'a pas de localisation, on ne sait pas dans quel pays on se trouve, on ne sait pas dans quelle langue on doit parler à l'utilisateur. Aujourd'hui, les navigateurs embarquent avec eux des langues, une définition de la langue, mais à l'époque, Mozilla, on ne pouvait pas définir la langue. Donc, c'était important de pouvoir identifier d'où venait l'appel de l'appareil. Donc la première chose à rappeler, c'est qu'effectivement, nos technologies reposent entre autres sur cela, pas que sur ça, mais effectivement, quand on n'a pas de consentement, qu'on n'a pas d'information, la position de l'IP est intéressante, sauf qu'elle est mauvaise, elle n'est pas précise. Et c'est toute la pertinence de nos brevets, c'est cette capacité à être capable de la repositionner par hypothèse, mais des hypothèses qui nous permettent de resserrer la vérité. Donc on ne sait pas exactement où est l'utilisateur, mais quand même on le sait plus ou moins, en fonction si on se trouve dans des villes comme Paris ou plutôt en ruralité, ce qui nous permet de maîtriser notre métier. À l'inverse de mes concurrents par exemple, qui se basent sur des données uniquement fournies par Google. Donc vous n'avez
aucune information. Comment a été constituée la donnée? Est-ce qu'elle est précise, pas précise? Vous n'avez aucune certitude. Alors, c'est une technologie brevetée. D'ailleurs, vous avez un procès en ce moment avec Google à ce sujet. Donc, en 2018... C'est ça, les procédures dont vous parliez, là, contre Google? Exactement. Donc, c'est un peu particulier, une entreprise européenne qui a des procès contre Google et qui tient tête à Google et qui gagne aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, devant les juridictions. Donc, effectivement, en 2018, on a constaté une similitude avec nos technologies brevetées sur ce qu'ils faisaient sur Google Search notamment. Il y a une donnée de géolocalisation sur les pages de résultats, vous pouvez constater par vous-même. Et la manière de procéder était vraiment proche de ce qu'on avait développé et surtout de ce qu'on a breveté. Donc on leur a fait savoir, on a négocié pendant un an et demi avec les États-Unis, avec le siège, et puis on s'est rendu compte qu'en fait c'était compliqué de trouver un accord avec eux, donc on a décidé de saisir la justice, on a obtenu une ordonnance du juge et on a saisi les bureaux de Google. Et à partir de là, une procédure judiciaire a commencé. Des premières plaidoiries et un premier jugement a eu lieu fin 2021 et Google a été condamné dans cette procédure. Ils sont en procédure d'appel, donc aujourd'hui nous sommes en appel de cette procédure. Mais nous avons également d'autres procédures contre Google également. Bon, on ne va pas aller plus loin sur cette procédure puisque c'est en cours. Pour revenir à cette Privacy Sandbox, en revanche, ça c'est bien réel. Vous dites que c'est une opportunité, mais une opportunité qui va faire quoi? Est-ce que ça peut redistribuer les cartes du marché, remettre en question la position de Google, par exemple? Il faut comprendre l'univers dans lequel nous sommes aujourd'hui. Jérôme en a parlé tout à l'heure, le département de justice menace de démanteler Google, la Commission européenne également. Il faut comprendre que Google, un peu, c'est comme s'il détenait les autoroutes françaises. Donc imaginez que Google soit propriétaire de toutes les autoroutes en France, également les péages, également des sociétés de transport, des sociétés de taxi. Et à un moment donné, vous, quand vous essayez de proposer une solution à côté, vous devez commencer par d'abord définir une première route, une deuxième route. Et si vous voulez circuler, vous devez vous raccorder à un moment donné à ce que Google propose. Donc c'est extrêmement gênant, d'où l'abus en fait. Ils sont du côté, dans la publicité, ils sont du côté des acheteurs, ils sont du côté des vendeurs, ils sont au milieu de la marketplace. Vous avez toujours besoin à un moment donné de passer par Google. Et forcément, si vous n'êtes pas copain avec Google, c'est compliqué. Donc oui, certainement que Privacy Sandbox est ce qui a été mis. Mais déjà, les initiatives finalement de Safari ou d'Apple, c'est déjà Enfin là, c'est Privacy Sandbox, c'est une initiative de Google. En quoi Google, ça pourrait remettre en question sa position? Ça va surtout ici, déjà ça déclenche à nouveau lire des prestataires dans l'univers, c'est-à-dire que là on est dépendant d'eux, vous vous rendez compte, c'est-à-dire il y a des emplois, il y a beaucoup de choses, il y a du chiffre d'affaires, il y a de l'économie, il y a des actionnaires, donc il faut respecter un peu tout ça et on est dépendant de Google, donc c'est pas juste, vous comprenez que c'est pas normal. Donc il est nécessaire d'être créatif, innovant, d'essayer de construire à côté de Google un autre univers et c'est ce que nous essayons de faire. Nous c'est une première initiative finalement franco-belge, donc on est vraiment dans un cadre ultra-européen et on invite d'autres entreprises, peut-être françaises ou étrangères au niveau européen, aussi de se fédérer parce qu'on ne va pas y arriver seul, ça c'est sûr. C'est une réaction sur ce sujet, parce qu'on l'a un peu évoqué dans votre interview, cette question de la souveraineté numérique. La position d'acteurs comme les GAFAM aujourd'hui dans le numérique est énorme. Je ne suis pas sûre que cet ouvrage du B.A.B.A. du numérique responsable, ils le lisent, par exemple. Bon, pour autant, ils ont des responsabilités importantes vis-à-vis des autorités. En fait, en attendant, je me demande, est-ce que ce n'est pas la réponse aux nouvelles réglementations DMA, directive de marché. Le DMA, oui. DMA, ouais. Digital Market Services. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas la connexion qu'en fait, ils sont un petit peu obligés à répondre parce que ça va venir. On voit que ça va venir et ça, le but, c'est notamment pour essayer de réduire le marché. Donc c'est un premier effet positif peut-être de la régulation, de remettre en question les pratiques des géants du numérique. De réglementation, je pense. Je ne sais pas, c'est la question. Effectivement, le RGPD, il y a 5 ans, avait parmi ses objectifs aussi un peu de rééquilibrer le marché. Je pense qu'il ne les a pas atteints il y a 5 ans. Et là, on a peut-être effectivement une nouvelle fenêtre parce que tout le monde va se proposer la question de remettre un petit peu à plat son stack technologique. Et là, il y a une bonne opportunité effectivement de remettre dans l'équation des acteurs européens de la tech. Et Bruno, ce DMA, c'est un allié alors pour vous ? Tout ce que l'Europe essaie de construire est sans doute par de bonnes initiatives. Après, dans les faits, on en parlait encore dans les studios avec Jérôme, quand le RGPD est arrivé, c'était une opportunité pour toutes les startups européennes et en fait, il n'en a pas été ainsi. Pourquoi ? Parce que tous les grands acteurs qui travaillent avec Google ont d'abord essayé de rendre
réglementaire, conforme, les grands acteurs avec lesquels ils travaillaient, dont Google, et ça a fait perdre 1 an et demi de temps à toutes les startups qui pensaient qu'elle allait rentrer en premier, et finalement le dossier était tout en bas de la pile, et on a perdu 1 an et demi. Donc vous voyez, parfois les initiatives de l'Europe peuvent être certainement bien pensées politiquement, mais dans les faits n'atteignent pas leurs objectifs, ce qui était malheureusement le cas du RGPD. Aujourd'hui, les inquiétudes, on peut l'espérer, bien sûr. Avec une réglementation trop importante qui pénaliserait d'abord les acteurs européens. Alors que ce n'est pas le but, malheureusement, à la fin, c'est un peu ça qui se passe. Ouais. Mais après, si je peux ajouter, en fait, on voit que ça donne un petit peu l'inspiration pour les autres pays. Donc, notamment RGPD, maintenant, il y a aux États-Unis, il y a la Californie qui passe l'acte aussi sur la protection de données. Après, il y a au Canada aussi, on voit le même exemple. Donc, moi, je sollicite qu'en fait, je pense que toutes les réglementations comme ça, et après, ça donne l'impulsion pour les autres, une dynamique, notamment pour les autres pays. Tout à fait. Mais on n'est pas souverain aux États-Unis, mais effectivement, c'est intéressant de voir que les départements de la justice américains souhaitent démanteler Google, parce que ça ne va pas à un acteur aussi puissant. Il y a encore quelques jours, et les annonceurs doivent comprendre aussi, parce que finalement, les annonceurs et les agences, c'est elles qui font le jeu de Google. Il y a quelques jours, dans le Wall Street Journal, qui annonçait qu'une étude récente sur 3 ans démontrait que dans 80% des cas, les publicités vendues par Google et diffusées en vidéo sur des sites tiers n'étaient pas vues en fait. Et donc, provoquant la colère des annonceurs américains, et ces annonceurs, comme Disney, comme Coca-Cola, donc on parle vraiment des grosses compagnies, réclament aujourd'hui un remboursement de la part de Google de ces diffusions, alors que Google avait certifié qu'elles avaient été diffusées. Donc, quand vous avez un acteur comme ça, ça devient compliqué. Donc, voilà. Merci beaucoup Bruno Van Boeck, fondateur du groupe Proxy Store, Jérôme Bouteiller d'écranmobile.fr et Aïsté Roguevichute. Je vais réussir à le dire correctement, j'espère, à la fin de l'émission. Vous restez avec moi pour la dernière séquence de Smart Tech. Où va le web ?